qu'on demande depuis un bout de temps, hein. Je ne vois pas comment on peut continuer à cheminer si on n'a pas des alliances ici ou là, hein. Moi, j'ai été réélu grâce à des alliances souterraines, bon, mais qui ont eu pour effet que j'ai pu être élu, hein. S'il n'y avait pas eu le soutien des républicains et de la droite dite classique, bon, j'aurais pas été réélu, hein. Savoir d'abord si Wauquiez peut donner quelque chose. Bon. Donc là, une fois de plus, c'est à l'épreuve des faits qu'on verra comment les choses peuvent s'organiser. On vit dans un monde de désordre improvisé, hein. L'homme d'hier est le disparu d'aujourd'hui, le disparu d'aujourd'hui est l'homme de demain. On est quand même dans un schéma très irrationnel, hein, ce qui est inquiétant du reste, hein. On ne peut pas avoir de prise sur la vie politique. Aujourd'hui, elle est irrationnelle. D'abord, y a-t-il une vie politique? La question est là aussi, hein. On a plutôt l'impression qu'il y a une vie médiatique, hein. Qu'est-ce qu'un homme politique aujourd'hui? Un intermittent du spectacle. Un jour à BFM, le lendemain chez Bourdin, et on a l'impression qu'on fait de la politique de cette façon-là. Bon, c'est la négation vraiment de l'action politique, hein. Je ne vois pas en quoi on aurait déçu, hein. Franchement, là encore, ça c'est la marmite médiatique qui a fait bouillir cette idée, mais on est très présent, on est parmi les 150 meilleurs parlementaires. Je ne vois vraiment pas en quoi l'action qu'on aurait pu conduire est décevante, hein. D'autant plus qu'on l'a conduit sans avoir un groupe. Là encore, c'est une idée qui a été installée et dans laquelle je vous demande de ne pas tomber, parce que sinon vous seriez dans le psittacisme médiatique, ce qui serait mauvais signe pour votre avenir, hein. On a voulu installer Mélenchon, parce que Mélenchon était l'opposant le plus confortable, le plus biodégradable. Et c'est du reste vite dégradé, hein. Donc il a été le fanfaron utile, en croyant que les coups de com' peuvent remplacer la véritable structuration d'un combat politique, hein. Ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'apparence des choses, on n'est pas dans la réalité. Bon, ils voulaient combattre les ordonnances, ils sont venus au Palais Bourbon avec des victuailles pour montrer ce que la baisse des APL pouvait entraîner. Bon, c'est du théâtre de rue parlementaire. Bon, mais tout cela est très, très, très décevant parce que il n'y a plus de débat politique. Voilà. Il y a des journalistes qui commentent les journalistes et des politiques qui commentent ce que disent les journalistes. Mais il n'y a plus d'innovation idéologique. Il y a une déstructuration de la pensée politique qui est consternante avec un Parlement qui n'existe plus. Un Parlement qui est réduit au rang de chambre d'enregistrement et surtout qui s'est vu humilié, déontologisé, surveillé. Un député dans l'opinion publique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un transparent, sacrifié sur l'autel de la transparence. Il y a une véritable crise de la représentativité politique et il y a en même temps une crise de l'idéologie politique. Je suis passé chez Bourdin. Ah, voilà. J'ai fait quelque chose de grand aujourd'hui, hein. Je suis passé chez Bourdin. J'ai fait BFM. J'ai fait LCI. D'accord, et bon, et après on n'a pas pour autant fait avancer d'un millimètre des idées nouvelles ou une structuration nouvelle de la vie politique. Le sujet essentiel, c'est la désertion de la vie politique. Enfin, quand même, Macron est élu avec 20% des voix. Les parlementaires qui ont été élus dans le cadre d'En Marche sont des White Watchers, hein, des purs produits du Club Med. Bon,
Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas des gens bien parmi eux, mais la plupart d'entre eux sont désemparés, n'ont pas de, de convictions fermes. C'est très grave de voir ce qui se passe. On gobe tout, on avale tout, on débat sur des choses inutiles. Dès qu'un fait divers se produit, on enclenche un processus législatif. Rien. Rien, parce que bon, il y a un congrès parce que il y a eu un débat qui s'est mal passé. Non? Si le débat s'était bien passé, il n'y aurait pas de congrès. Alors, bon, c'est bien que on interroge les adhérents sur ce qu'ils pensent des questions qui touchent à la vie politique française. La retraite, les 35 heures, l'identité, l'immigration, les frontières, l'Europe, c'est une bonne chose d'aller les questionner là-dessus. Mais à mon avis, ça ne changera rien à la seule obligation que nous avons, c'est d'être présents dans les combats qui sont les nôtres. Hein. Bon, aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'identité de la France, c'est la submersion migratoire, l'incapacité où l'on est de défendre un modèle de société, une préservation d'un environnement historique, culturel. Le combat, il est là et il rejoint en même temps un combat économique, un combat sociologique. Florian Philippot faisait du Florian Philippot. Bon, on lui a donné trop de place, on lui a donné trop d'importance, on lui a laissé les clés de la maison et il a fait un cambriolage d'idées. On s'en est bien rendu compte. Hein. C'est dommage qu'on l'ait laissé aller si loin. Et personne, de grâce. En quoi a-t-on besoin d'un porte-parole? Moi, je peux penser tout seul, hein, sans vouloir me donner de l'importance, hein, mais je n'ai pas besoin ni de M. Philippot, ni de M. Machin pour avoir mon opinion sur les grandes questions qui agitent le pays. Je dirais même que on sera beaucoup plus productif si on n'a pas une conception qui est imposée d'en haut. J'étais l'un des premiers à soutenir que on ne gagnerait rien à vouloir absolument plaider une sortie de l'euro en force. Hein. Mais je n'ai pas été écouté. Ce qui fait partie du reste des choses de la vie politique. Hein. Faut pas se fâcher parce qu'on n'est pas écouté sur une question. On peut aussi avoir tort, comme on peut aussi avoir raison. Le Congrès, c'est quand même aussi c'est l'occasion de faire un peu de démocratie directe, de questionner les adhérents sur ce qu'ils pensent. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand je dis qu'il n'apportera rien d'extraordinaire, c'est parce qu'il n'y a pas d'enjeu extraordinaire. On est bien d'accord. Mais c'est la ligne de Philippot qui a été dominante, hein, c'est certain. Bon. Et du reste, à mon avis, on l'a payé. Notamment sur la question de l'euro, puisqu'on se rend compte qu'on aurait obtenu beaucoup plus de voix si on avait été capable de dire l'euro est une monnaie pourrie, ce qui est vrai, donc on a raison. On ne s'est jamais trompé là-dessus, mais on n'impose pas une sortie brutale de l'euro, on n'en fait pas une condition pour diriger les affaires, parce que l'opinion publique n'est pas prête à renoncer à cet habitus monétaire. Et là, il y a eu un entêtement philippotien. Il n'y a pas d'autres candidats, Marine elle-même a dit que s'il y avait des candidats, elle les accueillerait, hein, mais il n'y en a pas d'autres. Hein. Il n'y en a pas d'autres, pourquoi? Parce que Marine s'est quand même installée, quelles que soient les critiques qu'on veuille articuler contre elle, comme la présidente qui a permis au Front National d'avoir 11 millions d'électeurs, ce qui n'est quand même pas rien. Les Républicains s'en seraient satisfaits. Hein. Ah, c'est un mystère.
un mystère, mais je suis le premier à ne pas en être revenu. Moi, je pensais, dans ma circonscription, avoir une élection facile. Parce que mathématiquement, si les voix de la présidentielle se dupliquaient en quelque sorte lors des législatives, j'arrivais dans un carrosse rutilant. Bon, et puis on s'est rendu compte que une partie de notre électorat, que j'avais qualifié avant Macron, mais avec gentillesse, moi, de feignant, n'était pas allé voter et n'allait pas voter. C'est un vrai mystère électoral. Qu'est-ce qui a pu se passer qui a démotivé notre électorat d'une manière aussi brutale? Alors les explications, elles viennent de tous les côtés. Le débat, moi ce que j'ai entendu dire, c'est le débat. Mais ça me paraît tout à fait insuffisant. Les gens votent pour une personne, bien sûr, mais derrière cette personne, ils votent aussi pour les idées qu'elle représente. Dans le Gard, si j'avais été membre du Parti communiste, j'aurais pu m'appeler Gilbert Collard, je vous garantis que je n'aurais pas fait les résultats que j'ai obtenus. Non, je crois qu'il y a quelque chose de plus compliqué et que notre inintelligence captive nous empêche de voir, parce qu'on est tellement rivé sur ce qu'on a envie de voir, on est devenu très schématique aujourd'hui, qu'on ne le voit pas. Qu'on ne le voit pas. Moi, je sentirais beaucoup plus, tout en respectant les arguments sur le débat, sur la déstabilisation idéologique. Je vois plutôt que les gens sont frappés par une immense lassitude de la chose politique. Une espèce de sentiment que finalement, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon Macron? Voilà. Je ne dis pas que le phénomène est de maintenant. Les phénomènes historiques, c'est toujours sur la longue durée. Alors un jour, dans ce que les historiens appellent le moment climatérique, l'événement explose dans sa plénitude de signification, mais il a des expressions parcellaires qui s'expriment sur la durée. C'est pas d'aujourd'hui, on est bien d'accord. Notre électorat s'est mobilisé pour les européennes, il s'est mobilisé pour les départementales, il s'est mobilisé pour la présidentielle, et puis d'un coup, au moment des législatives, il s'est démobilisé. Moi, je pense que l'un des intérêts du Congrès, ce serait de réfléchir à cette question, qui dépasse largement, à mon avis, le Front National, les Philippot-Potins, et le programme du Front, qui touche beaucoup plus à une espèce de désespérance politique qui est en train de s'installer dans le pays et qui est très inquiétante. Regardez, Mélenchon, il a essayé de mobiliser contre les ordonnances. Il n'y est pas arrivé. Les syndicats ont essayé de mobiliser, ils n'y sont pas arrivés. Et si on essayait de réfléchir sur ce que signifie l'anesthésie macronienne, à l'heure actuelle, ce type peut tout se permettre. Et le peuple subit. Ça c'est préoccupant. Les Romains, à qui nous devons quand même beaucoup, n'oublions pas, quand même. Bon. Parler de la Fortuna Césarée, ce qu'aujourd'hui on appellerait le coup de peau, voire même, selon l'endroit où on est, le coup de cul. Voilà. Bon. Mais quand on a de la culture, ça s'appelle la Fortuna Césarée. Comme quoi on peut tout dire joliment, et aussi on peut tout dire comme ça Antonio le dirait. Bon. Il a manqué peut-être à ce moment-là la Fortuna Césarée. Il a peut-être manqué le je ne sais quoi qui fait que la chose réussit. Mais c'est vrai que la réflexion devrait porter là-dessus. Et moi, si je pouvais orienter un thème de réflexion, ça serait celui-là. Qu'est-ce qui fait que, alors que les facteurs conjoncturels favorables étaient réunis, comme ce fut le cas à un moment donné pour Fillon du reste,
il y a eu le maléfice. Alors, il ne faut pas être niais non plus, hein. Il y a une manipulation médiatique, il y a une instrumentalisation de la justice qui sont objectivement scandaleuses, parce qu'on n'est plus dans l'information, on est dans la propagande. Et l'honnêteté, même si on ne nous aime pas, est de reconnaître qu'on a eu contre nous les rabbins, les imams, l'UOIF, les curés, les cardinaux, la Ligue des droits de l'homme, la LICRA, BFM, RMC, toutes les télés, et qu'on a vu ressurgir sans ancrage avec le réel les instrumentalisations d'autrefois. Enfin, Macron s'est quand même payé le luxe de faire un épisode au Radour-sur-Glane, et qui a marché. Alors, peut-être aurait-on dû, ce que j'avais préconisé, moi, aurait-on dû anticiper. Moi, j'avais dit à un moment donné, on devrait prévoir ce genre de coup. Je n'étais pas du tout dans la direction de la campagne, Marion n'y était pas du tout, donc on n'a pas eu notre mot à dire, hein. Et là, la responsabilité, elle incombe à Philippot, qui était le responsable de la campagne. Mais je pense que ce type de coup bas, on aurait dû l'anticiper. Mais ça a été quand même une campagne des plus difficiles, avec quand même des convocations chez le juge en pleine campagne électorale. C'est tout à fait unique dans l'histoire de la Ve République. Tout ça, il faudrait... Alors, c'est vrai que ça mériterait un énorme travail de réflexion. Comment on utilise la justice, comment on utilise les médias, comment on utilise les symboles, comment on réactive de vieilles critiques aujourd'hui dépassées. Là, il y aurait un travail très profond à faire. Parce que, n'allons pas croire que c'est terminé. Ils nous le resserviront. Même si aujourd'hui, ils disent tous ce que nous disions hier, sur les prières de rue par exemple. Enfin, il est quand même extraordinaire que Marine Le Pen ait été la première à dénoncer ce qu'elle avait appelé l'occupation par les prières de rue, ce qu'il a envoyé en correctionnel, où elle a été du reste relaxée, et que maintenant on dit stop aux prières de rue. Bon, alors, c'est vrai que tout cela, on devrait y réfléchir, mais on est tous préoccupés par Bourdin, par BFM, par le moment de télé, quoi. Et finalement, moi je crois que les gens en ont marre, quoi. Ça ne les intéresse plus ce qu'on peut dire à la télé. Alors ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Ça devient une tarte à la crème médiatique. Tout est construit pour qu'on n'ait pas d'alliance. Pour une raison essentielle. C'est que le Front National doit rester le moyen pour les faux culs de se sortir de toutes les turpitudes en s'opposant à lui. On voit les renégats de droite rejoindre Macron, les renégats de gauche rejoindre Macron, on voit Darmanin rejoindre Macron, et son explication, sa justification, sa lessiveuse de Marc Tartuffe, c'est « je m'oppose au Front National ». Alors, ils peuvent tout faire, ils peuvent tout dire, ils peuvent faire de la contrebande, ils peuvent faire du trafic, tout passe à condition que ce soit contre le Front National. Oh, ça va pas durer éternellement, hein, mais pour l'instant, c'est bien pratique. Ça permet de s'allier au second tour, ça permet de se partager les prébendes, ça permet d'avoir des constructifs au Parlement qui, sous couvert d'opposition, sont les valets de pied de Macron.
le Front National est bien utile à tous ces gens. Alors, comment accepterait-il de s'allier, puisque une alliance, qui serait finalement la signification d'une honnêteté intellectuelle, parce que ce serait le triomphe d'idées parfois communes, pourrait peut-être les empêcher aussi d'avoir les combinaisons qu'ils souhaitent. Alors moi, je suis pour des alliances partout où on peut, parce que c'est ça qui fera en sorte que la droite pourra de nouveau reconquérir le terrain qu'elle a perdu. Mais est-ce qu'ils sont prêts, les dirigeants de droite, à faire le sacrifice de leur ego? C'est un long travail d'approche, de discussion, de rencontre, d'ouverture, de sacrifice aussi, parce que parfois, il ne faut pas vouloir, dans la période où c'était possible, être député, sénateur, maire. Il faut dire non, voilà, ben oui, ben moi je consens à laisser un peu d'espace. Si on veut tout avoir, on ne peut pas négocier. Je pense qu'elle est prête, puisqu'elle l'a dit, et elle est quand même très, très pragmatique. On se rend bien compte maintenant que le plafond de verre a pété pour 8 députés. Ils ont été élus avec les voix de droite, hein, c'est clair. Bon. Alors c'est sûr que ce n'est pas une tempête, hein, mais ce sont des prémices. C'est la droite qui a... Vous comprenez, il y a la droite molle. C'est elle-même qui reconnaît qu'elle l'est, puisque Wauquiez veut être une droite forte. Donc s'il veut être une droite forte, c'est que la droite est molle. Bon. Cette droite molle, parfois même mollassonne, elle veut garder l'impérium, elle veut garder le territoire politique, elle veut pouvoir négocier, si besoin, avec Macron pour un portefeuille, comme Darmanin le fait, comme le maire le fait. Enfin, quand même, le maire qui se fait balayer à la primaire et qui arrive ministre. Bon, on voit bien qu'il y a quand même tout un petit commerce politique là derrière qui est lié à la nécessité qu'a la droite d'avoir un espace où elle peut négocier avec la gauche. Et le Front National est un empêcheur de négocier. Ce qui fait que tout est mis en place pour nous marginaliser, nous diaboliser. C'est qu'on empêche ces combines, cette partouze électorale. On l'empêche. Cela étant dit, ça ne change rien au fait qu'on doit tout faire pour élargir le champ de l'ouverture. On est bien d'accord là-dessus. Je ne sais pas ce que j'ai dit au manque de bol. Hein. Non, ça serait trop facile, non. Accordez-moi une petite capacité à réfléchir qui me fait aller plus loin que ce constat. Mais je dis que ça compte. On ne peut pas le nier. Ça compte. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le débat Pourquoi le 18 Brumaire, Napoléon flanche, hein? Pourquoi, si son frère n'était pas là, ça devient un échec? Et pourtant, il finira empereur des Français. Bon, il faut le rattraper, parce qu'il va passer par la fenêtre. C'est la complexité des choses de la vie. Non. Mais c'est vrai qu'on est franchement écœuré quand on voit un homme comme Urvoas, par exemple, qui est battu. Ou le maire de Chantilly, hein, je ne sais plus de son nom, c'est Miaille, j'ai oublié son nom, peu importe. Bon, on voit des vieux parlementaires, des types qui vraiment sont des gens de qualité. Moi, je pense principalement à Guénaud, à Urvoas. Bon. Ça décourage de la politique, quoi, franchement. Du reste, le Parlement est devenu un endroit... On s'ennuie, quoi. On se sent un peu con, franchement. Hein. Non, mais... moi, je ne suis pas fier d'être parlementaire. Hein. J'étais fier dans la précédente législature, parce qu'on avait quand même des hommes de qualité, même si on n'avait pas les mêmes idées. Mais là, on a affaire à des maniaques de l'applaudissement, ils sont bons qu'à ça. On a l'impression d'être dans une émission de télé-réalité, vous savez que le chauffeur de salle qui brandit la pancarte applaudissait. Bon, ils applaudissent, très bien, ça les font bien.
Et puis, ils lisent des textes qu'on leur a fait répéter. Hein. On leur fait répéter le texte. Moi, dans un débat, je ne dirais pas avec qui, parce que ce serait vache, mais je me suis amusé à demander des explications à mon adversaire sur les éléments de langage. Panique à bord. Hein. On sent parfaitement que les éléments de langage ne sont pas intégrés. Hein. Alors c'est très décevant. On peut dire qu'on est arrivé à un moment donné où, avec De Rugy comme président de l'Assemblée nationale, on a un parlement, de télé, d'opérette. Encore, c'est insulter l'opérette. Hein. C'est très décevant. Et je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Beaucoup de députés en privé, autour d'un café, même s'il y en a qui prétendent qu'ils n'ont jamais pris de café avec nous sous la précédente législature. Hein. Il y en a beaucoup qui prenaient des cafés avec nous. Aujourd'hui, autour d'un café, on s'entend dire par des députés qu'est-ce qu'on fout ici quoi. On perd notre temps. Parce que la France est une dictature médiatique, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Dire qu'on est dans un psittacisme médiatique. Il y a des événements dont on ne parle pas, qu'on apprend par les réseaux sociaux, et qui, parce qu'ils sont répétés sur les réseaux sociaux, finissent par être pris en compte par les médias. Le type qui a écrit le bouquin sur Berger, qui a été, je crois, ou l'amant de Berger, ou l'amant de Saint-Laurent, je ne sais plus, bon, hein, voilà. Peu importe du reste. Hein, bon, quand on lui a posé la question, mais pourquoi ce que vous dites sur Berger aujourd'hui n'a pas été connu en France, il a dit, lui, mais en France, il y a une dictature médiatique. C'est vrai. Les journaux appartiennent à des gros propriétaires qui ont besoin également des subventions, des aides de l'État, et on a un mal fou à faire passer une idée. Et puis, selon la manière dont on traite les journalistes, ils ne vous invitent plus. Bourdin, moi, m'a plus réinvité depuis la leçon que je lui ai faite sur les républiques. Hein. Tant mieux du reste, hein, je veux dire, je ne me plains pas. Hein. Les grandes gueules ont eu ordre de m'évincer. Mais ça passe. Tout le monde s'en fout, je veux dire. Il n'y a plus de combattants de la liberté. Chacun est dans son petit truc. Ah oui, il faut que j'arrive à lui faire dire ça. Oui, voilà. Je vais l'interviewer parce que j'ai envie qu'il dise ça. Plus personne n'est préoccupé par la réalité de ce qui se passe, à savoir qu'on a un pays qui s'effondre. Un pays qui perd son histoire, un pays qui perd complètement sa liberté. On est contrôlé comme on ne l'a jamais été. Un pays qui perd sa sécurité, on est menacé tout le temps. Mais il n'y a plus de combattants. Macron lui-même, dans sa campagne pour les présidentielles, n'a pas développé de grandes idées. Il n'a pas développé un projet de société. Il a simplement développé les idées que la banque souhaite voir mises en œuvre. C'est l'homme de la financiarisation. C'est l'homme de l'économie invisible. Et Dieu sait qu'elle est puissante, cette économie invisible. Mais il n'y avait pas de projet politique. D'abord, qui a une doctrine politique aujourd'hui? Mélenchon. Enfin, Mélenchon a une doctrine politique, mais elle... Non, mais on a l'impression qu'il est allé l'écrire un soir à la nuit tombée au pied du mur des fédérés. Bon, c'est un peu daté, hein, voilà. Bon, du reste, c'est tellement daté que son romantisme s'est essoufflé. Parce qu'on ne fait pas du neuf historiquement avec du vieux. Mais sinon, on attend la théorie. Hein, je crois que ça veut dire vision, théorie. Hein, la théorie qui permettra d'appréhender
tous les enjeux du XXIe siècle. Sans gêne, quoi, sans pudeur de langage. Sur l'immigration, sur le sens des frontières, sur la signification de la souveraineté, sur la question existentielle aussi. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Sur les dépendances journalistiques, judiciaires. On est à la veille de 1789, quand on est dans une monarchie qui est de plus en plus répressive parce qu'elle s'exténue. Mais moi, ce que j'espère, pour revenir sur le Congrès, j'espère que de ce Congrès sortira une doxa, une vision, une capacité à appréhender enfin ce que va être le devenir de la France. Ce dont De Gaulle avait été capable. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Ce dont De Gaulle avait été capable. Qu'est-ce que l'armée française? Que signifie-t-elle? Qu'est-ce que la représentation du pouvoir? Qu'est-ce qu'un Parlement qui peut se faire taper sur les doigts par un Conseil constitutionnel composé de gens absolument pas élus? Et toutes ces questions doivent être débattues. Il n'est pas concevable, par exemple, qu'une loi votée par le Parlement et par le Sénat soit complètement réformée par le Conseil constitutionnel. J'avais fait une proposition de loi qui s'appelait le référé constitutionnel, qui avait pour but, lorsque le Conseil constitutionnel censurait une loi, d'enclencher la saisine du Congrès, avec obligation pour le président du Conseil d'aller développer les raisons de la censure devant le Congrès. Et c'est le Congrès qui décidait si on acceptait ou non la censure du Conseil constitutionnel. Donc en fin de compte, la parole reste au peuple, enfin au moins à ses représentants. Et aujourd'hui, on est à une démocratie qui finalement s'incline devant la décision de personnalités désignées, même pas élues. Comment imaginer que le législateur puisse aller contre la Constitution? Voilà. Alors, qu'on ait un Conseil constitutionnel qui nous alerte, oui, qui dise attention, là, il me semble que le législateur n'a pas respecté la Constitution, je propose une censure, mais c'est au Congrès de décider. Ça me paraîtrait quand même le moyen de laisser le dernier mot à la représentation parlementaire. Et peut-être que ça redonnerait aussi un peu d'importance au Parlement et au Sénat. Et que ça obligerait peut-être aussi le Parlement et le Sénat d'être plus attentifs à la question constitutionnelle. Mais toutes ces questions-là, on ne les aborde pas. On n'en discute pas. Aujourd'hui, on fonctionne par réactivité à l'actualité. C'est l'info du jour qui fait la pensée politique du jour. Et du reste, souvent en alignement avec ce qui est un peu la pensée médiatique dominante. Il ne faudrait pas trop fâcher les médias. C'est vachement inquiétant. Ça donne deux messages. Le premier, c'est que notre justice n'est plus écoutée. Ça, on ne le dit pas. On se garde bien de le dire. Nos juges qui sont censés juger au nom du peuple français, eh bien, n'ont plus le peuple français avec eux. C'est gravissime. C'est gravissime. Parce que ce qui fait une démocratie, c'est la plénitude d'indépendance des juges. Et ce qui est la perversion d'une démocratie, c'est quand on utilise le droit ou le juge pour faire ce qu'on veut des événements. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est quand même ce que la révolte des réseaux sociaux exprime. Mais en même temps,
Si c'est la rue qui décide, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Moi, je ne m'y ferai jamais. Quel que soit le salaud qu'on dénonce, j'ai besoin d'une justice. J'ai besoin du pour, du contre, du renversement du pour, du renversement du contre, d'un débat, d'une réflexion, d'une étude des preuves et d'une décision. Jamais je ne pourrai me satisfaire de la justice médiatique ou celle des réseaux sociaux. C'est la négation de la justice. Même si cela a un effet révélateur, on ne peut pas le nier. Mais cela a un effet révélateur parce que la justice ne fait pas son boulot. Si elle le faisait, on n'aurait pas besoin des réseaux sociaux. Est-ce à dire qu'on a une justice qui est lâche et qu'il lui faut un coup d'éperon pour bouger? Elle est prompte parfois, hein. Quand c'est Fillon, quand c'est moi qui fais un tweet, quand c'est Marine qui fait un tweet en 8 jours, paf. Mais puis d'autres fois, on la voit qui bouge pas, hein, qui bronche pas quand on dit que Madame Hidalgo aurait bénéficié d'un emploi fictif. Aurait, je dis bien, hein. Là encore, je ne veux pas me faire le relais d'accusations qui seraient infondées, mais la justice ne bouge pas. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est que aujourd'hui, on a une justice qui se déclenche à partir de la lecture du journal. Ce qui veut dire quand même que le journaliste est devenu un auxiliaire de police, ce qui aurait fait mourir de honte Albert Londres. C'est inquiétant. Mais ça veut dire aussi qu'on ne fait pas les enquêtes. Et oui, parce que si on les faisait, on n'aurait pas besoin du journaliste pour servir une sorte d'accusation que le procureur va reprendre en compte. Il faudrait vraiment réfléchir sur tout ça, qu'on est arrivé à un moment donné où il y a une dégradation de tout le système. La décadence de la démocratie athénienne, elle est concomitante à l'apparition des sycophantes. C'était les dénonciateurs qui y trouvaient un intérêt. Tout se ressemble. On a maintenant des sycophantes. Hein. Il suffit qu'on balance votre nom, que ça soit repris, pour que vous soyez complètement... Sauf si vous vous en tapez, quoi. Moi, l'autre jour, j'étais au restaurant Le Bourbon, qui est près de l'Assemblée, et j'ai vu sortir tout souriant, en compagnie de plusieurs personnes, le visage détendu, le député qui a massacré à coups de casque un militant socialiste. Lui, ça ne le gêne pas. Mais il y en a d'autres que ça pourrait gêner, quoi. Bon, voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec une bonne officine, on peut monter un coup, quoi. Moi, l'affaire Fillon, elle continue à me préoccuper, hein. Bon, je pense, sans exonérer Fillon de rien du tout, là encore, il faut le dire, le répéter, parce que sinon, dès qu'on dit un truc, on a l'impression qu'on approuve le comportement. Je n'approuve pas du tout. Mais le moment, la manière, la réitération, bon, il a eu la faute de dire qu'on ne pourrait pas imaginer le général de Gaulle mis en examen. Mais, mis à part cette phrase terrible, qui s'est refermée comme un piège sur lui-même, il faut être complètement blaireau pour ne pas admettre qu'il y a une instrumentalisation. Eh bien, on ne réfléchit pas là-dessus. On ne s'interroge pas sur le parquet financier. On ne s'interroge pas sur le simple fait que le procureur est soumis au ministre. Qu'il n'est pas une autorité indépendante, quoi. Mais c'est un pays qui se fout des libertés. Non, il y a des moments où je regrette, moi, de ne plus être avocat à part entière, quoi. Je suis avocat toujours, mais malheureusement, je ne peux plus aller ferrailler comme je le voulais avant. Parce que là, il y a un vrai combat à mener. Peut-être beaucoup plus beau qu'au Parlement, du reste. Parce que nos libertés sont menacées par des procureurs, par des cabinets noirs. On étouffe des affaires.
on les laisse prescrire. On a un cas notamment dans le Gard, hein, d'une pauvre mémé qui a été violée dans une maison de retraite. Et bien l'affaire a été prescrite. Pourquoi? Ah ah! Allez voir la famille, hein, c'est votre boulot. Hein. D'accord. Il y a eu un article dans 20 minutes, je crois que France Info en a parlé, voilà, mais pourquoi? Pourquoi le procureur de l'époque, qui était M. Gély, a-t-il laissé prescrire l'affaire? Je dis pas, je pose la question. Je n'émets aucune accusation. D'abord parce que j'en ai marre des procès en diffamation. Hein. Autrefois, il y avait les peines afflictives et infamantes. Infamantes. On les a supprimées. Le réseau social, c'est une peine infamante. Et on n'a pas pris les dispositions pour y remédier. Les juges, entre nous, vous ne croyez pas qu'ils auraient pu voir venir la chose et prendre des jurisprudences qui auraient pu corriger les dérives? Non. Et aujourd'hui encore, les mesures jurisprudentielles ne sont pas prises. Quand on voit l'état d'abandon jurisprudentiel, on se pose de vraies questions. On aurait pu parfaitement, à la première dérive, prendre une décision. On n'a pas fait. Aujourd'hui, vous êtes condamné, et les réseaux sociaux le disent. Et puis vous êtes relaxé en appel. Les réseaux sociaux ne le disent pas, et demeure la condamnation. Alors si vous voulez poursuivre chaque fois qu'on fait état de la condamnation qui a été réformée, vous faites un procès par jour. Il faut prendre un avocat, il faut le payer, parfois il faut verser une caution, il faut payer l'huissier, donc ça coûte trop cher. Et puis les dommages et intérêts souvent ne sont pas à la hauteur du préjudice causé. Il y a vraiment un travail colossal qu'on pourrait faire, nous, qu'on devrait faire, sur ce que la justice est devenue, sur ce que la police est devenue, sur ce que l'armée est devenue. La démission du général l'a montré. Le général de Villiers l'a montré. Il y a plein de chantiers sur lesquels on devrait pouvoir travailler, et peut-être que le Congrès sera l'occasion de le faire. Peut-être. Or, moi, mon rôle il est très simple, c'est de dire ce que j'ai envie de dire, n'obéir à personne, et s'il le faut, mourir en riant sur la barricade de la chose qui dérange. La dernière liberté que nous avons aujourd'hui, c'est de dire ce qui dérange. C'est de ne pas avoir peur. C'est pas rien, hein. C'est pas rien, on en prend plein la gueule. Hein. C'est pas rien, hein. On croit que c'est facile, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Il faut accepter de payer le prix pour monter sur la barricade de la vérité. Voire de la petite vérité. Hein. C'est ça qui est révolutionnaire aujourd'hui. Hein. C'est de ne pas avoir peur de poser au ministre de l'Intérieur une question sur les prières de rue à l'Assemblée. J'avais ramené beaucoup de monde, mais dont M. Philippot n'a pas voulu. Ah, vous le savez, je crois. J'avais ramené des gens de tous horizons, mais qui n'ont pas pu, à cause de Philippot, remonter jusqu'à Marine. Et je ne suis pas le seul. Hein. Je ne suis pas le seul. Donc, quand on me parle d'ouverture, moi je peux vous dire qu'on peut la faire, l'ouverture. J'en ai fait de l'expérience. J'en ai fait l'expérience. Moi, il m'est arrivé de réunir 40 personnes très importantes de la société civile. Mais c'était pas
c'était pas des hommes que Florian Philippot avait rencontrés, donc il n'avait pas accès. Bien sûr, bien sûr. Mais je continue à dire et à penser, au risque de me tromper, hein, parce que je fais partie de ces gens qui acceptent de reconnaître qu'ils se trompent. Le problème est beaucoup plus grave, il nous dépasse. C'est une question qui touche à l'état existentiel de notre société. Les Français vont mal, ils sont tristes, ils sont moroses, ils sont repliés, ils sont orphelins d'idées, orphelins d'identité, orphelins de patrie, orphelins de frontières, orphelins de souveraineté. Ils souffrent, qu'ils soient de gauche, de droite, peu m'importe, hein, ils souffrent. Et puis, ils sentent bien qu'il y a une injustice quand même. Hein, quand ils vont à la CAF, ils le voient. On se raconte des histoires du matin au soir, mais les hommes et les femmes de tous les jours, quand ils vont à l'URSSAF, à la CAF, hein, ou à Pôle emploi, ils voient la réalité. Hein. La Corée.